Il y a un son qu'on n'oublie jamais, l'écho de sa propre dignité piétinée. C'est un bruit sourd, comme une porte qui se ferme pour toujours. J'ai entendu ce son un dimanche après-midi, à ma propre table à manger, entouré de ma propre famille. Et celui qui m'a claqué cette porte au nez était précisément la personne que j'avais le plus essayé d'accueillir comme un fils. Je m'appelle Marie, j'ai 68 ans, et toute ma vie j'ai construit des ponts là où d'autres ne voyaient que des abîmes. J'ai été mariée pendant 42 ans avec Pierre, un homme travailleur qui nous a quittés il y a 5 ans, me laissant avec une nostalgie infinie et une stabilité financière que peu de notre génération ont réussi à atteindre. Nous avions une fille unique, Isabelle, la prunelle de nos yeux, qui à 32 ans a ramené à la maison un gendre que j'ai accueilli à bras ouverts, sans imaginer qu'un jour il utiliserait ses mêmes bras pour me pousser hors de ma propre vie. Julien est apparu dans notre famille il y a 3 ans, un jeune homme de 35 ans, architecte fraîchement diplômé, plein de grands rêves et les poches vides. Isabelle était éperdument amoureuse de lui, et moi, voyant le bonheur de ma fille, j'ai ouvert non seulement mon cœur, mais aussi ma maison et mon compte en banque pour aider le jeune couple à commencer leur vie. Ma première impression de Julien était positive. Il était poli, bien parlé, avait ce don de persuasion qui peut conquérir les cœurs. Les premiers mois, il m'appelait Madame Marie, avec une affection qui semblait sincère, m'aidait à faire la vaisselle après les déjeuners dominicaux et complimentait ma cuisine avec un enthousiasme qui réchauffait le cœur d'une veuve solitaire. Quand ils ont annoncé leur fiançailles, je n'ai pas hésité à leur proposer la maison. Pas n'importe quelle maison, mais la maison de mes rêves, une résidence de 3 chambres dans le quartier chic de la ville que Pierre et moi avions acheté dans nos dernières années ensemble. C'était notre retraite matérialisée en briques et mortier, le fruit de toute une vie de dur labeur et d'économie. « Maman », m'avait dit Isabelle, les yeux brillants, « ce serait un rêve d'y habiter, mais nous n'avons pas les moyens de payer un loyer de ce montant. » J'ai souri, me rappelant ma propre jeunesse, les difficultés que Pierre et moi avions affrontées pour construire notre patrimoine. « Qui parle de loyer ? Vous y habiterez, c'est mon cadeau de mariage. » Ce que je n'ai pas dit alors, et que j'aurais peut-être dû dire, c'est que l'acte de propriété resterait à mon nom. Non par méfiance, mais par précaution naturelle de quelqu'un qui a vécu assez longtemps pour savoir que la vie est imprévisible. La maison était un prêt d'amour, pas un don inconditionnel. Les 2 premières années ont été comme une lune de miel. Ils vivaient dans la maison comme si elle était à eux, l'ont décorée avec goût, ont fait de petites rénovations que j'ai financées sans y penser à 2 fois. Julien a installé un bureau dans la chambre d'amis, servant quelques clients occasionnels, tout en cherchant la stabilité sur le marché. Isabelle a continué à travailler comme institutrice, et les dimanches, dans ma petite maison, sont devenus une tradition sacrée. Je préparais leurs plats favoris, dressais une table abondante, et écoutais avec plaisir les histoires de la semaine, les projets d'avenir, les petites victoires du quotidien. J'étais une grand-mère sans petits-enfants encore, mais je ressentais déjà la joie de voir la famille grandir et prospérer. Le changement a commencé subtilement, comme une fuite imperceptible qui pourrit lentement le bois. Julien a commencé à remettre en question de petites choses. Pourquoi je ne rénovais pas les meubles de ma maison? Pourquoi je conduisais encore ma voiture de 10 ans? Pourquoi je portais des vêtements si simples, alors que j'avais clairement les moyens de mieux m'habiller? « Madame Marie », m'a-t-il dit un après-midi avec ce ton condescendant que je ne savais pas encore identifier, « vous devriez mieux prendre soin de vous. Votre maison ressemble à une maison de petite vieille. Isabelle s'inquiète. » J'ai regardé ma fille, m'attendant à ce qu'elle contredise son mari, mais elle a juste détourné le regard. C'était la première fissure dans les fondations de ma confiance. Les questionnements ont évolué en suggestions, puis en exigences voilées. Julien s'est mis à commenter mes choix avec une fréquence gênante. Il critiquait ma façon de conduire, trop lentement pour la circulation moderne, ma nourriture, trop grasse pour notre âge, ma façon de m'habiller. Vous pourriez faire un effort, non? J'avalais les critiques parce qu'elles étaient enveloppées dans une fausse préoccupation et parce qu'Isabelle, bien que ne participant pas activement, ne me défendait pas non plus. C'était comme si elle avait délégué à son mari la tâche ingrate d'éduquer la mère vieillissante. Le tournant est arrivé il y a 6 mois, quand Julien a finalement obtenu un emploi stable dans une entreprise de construction. Avec son premier vrai salaire, sa personnalité a changé dramatiquement.
Le gendre respectueux a cédé la place à un homme arrogant qui se comportait comme s'il était celui qui me faisait vivre. Les visites dominicales sont devenues un martyre. Il arrivait avec une mine renfrognée, se plaignait de la nourriture, de la chaleur, du bruit des voisins. Il parlait fort de ses projets professionnels, de ses clients importants, comme s'il nous faisait la grâce de nous bénir de sa présence illustre. « Tu sais, Isabelle, disait-il, ignorant complètement ma présence, je pense qu'on devrait réduire ces visites. Chaque dimanche ici commence à devenir épuisant. On a notre propre vie à gérer. » Ma fille, de plus en plus soumise à son mari, ne faisait qu'acquiescer de la tête. C'est alors que s'est produit l'épisode qui a tout changé pour toujours. Le dernier dimanche d'octobre, un après-midi chaud et étouffant. J'avais préparé un repas spécial, un bœuf bourguignon qui demandait 3 jours de préparation pour être parfait. C'était le plat préféré d'Isabelle depuis l'enfance, une recette que j'avais apprise de ma mère et qui avait toujours été motif de célébration dans notre maison. Julien est arrivé irrité. Il s'est plaint de la circulation, de la chaleur, de l'odeur forte du bourguignon qui, selon lui, était trop lourd pour une journée si chaude. Il s'est assis à table avec une expression de dégoût, comme s'il faisait un énorme sacrifice. Pendant le repas, j'ai essayé de le dérider en lui parlant de mon jardin, des nouveaux voisins, de petites histoires du quotidien que j'avais toujours partagées avec eux. Mais il m'a brutalement interrompu. « Marie, a-t-il dit, utilisant mon prénom pour la première fois, sans le respectueux « Madame », vous ne pensez pas qu'il serait temps d'arrêter ces conversations sans intérêt? Nous venons ici par politesse, mais franchement, écouter ces histoires de petites vieilles chaque dimanche devient insupportable. Le silence est tombé sur la table comme une lame. Isabelle a baissé la tête de honte. J'ai senti mon visage brûler de honte et d'indignation. Julien, j'ai essayé de rester calme. Je voulais juste... Vous vouliez juste nous embêter, m'a-t-il coupé à nouveau. Vous savez quel est le problème? Vous n'avez pas de vie à vous. Vous restez là dans votre petite maison, sans rien faire d'utile, attendant qu'on arrive pour déverser ces sujets banals. C'est déprimant. Il s'est levé de sa chaise, gesticulant comme s'il donnait une conférence. Vous avez 68 ans, Marie. Vous devriez avoir compris maintenant que vous n'êtes plus le centre de l'univers de personne. Isabelle a un mari maintenant. Elle a des responsabilités d'adulte. Elle ne peut plus perdre son temps à écouter les bavardages de grand-mère. Chaque mot était un coup de poignard. Ma propre fille, que j'avais portée dans mes bras, que j'avais élevée seule après que Pierre soit tombé malade, restait silencieuse, permettant à cet homme de m'humilier dans ma propre maison. Et autre chose, a-t-il continué, prenant maintenant clairement plaisir à sa performance cruelle, vous devez arrêter de vous donner des airs d'importance, parler de la maison, des meubles, comme si vous étiez une grande propriétaire. Vous habitez dans une petite maison modeste, portez des vêtements d'occasion, conduisez une vieille voiture. Ce n'est pas parce que vous nous avez aidés au début que vous devez faire la fière. La phrase qui a scellé son destin est venue juste après. De toute façon, vous ne servez plus à rien. Vous êtes un fardeau dans nos vies. Si ce n'était par pitié, on ne viendrait plus ici. Le monde s'est arrêté, littéralement arrêté. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. J'ai regardé Isabelle, suppliant du regard qu'elle dise quelque chose, qu'elle me défende, qu'elle rappelle à son mari qu'il manquait de respect. Mais elle continuait à fixer son assiette, lâchement silencieuse. C'est alors que quelque chose en moi s'est brisé et s'est recomposé en même temps. La douleur a cédé la place à la colère, et la colère s'est transformée en une clarté froide et cristalline. Je me suis levée de table avec un calme qui m'a surprise. Je suis allée à la cuisine, j'ai ouvert le tiroir où je gardais les documents importants, et je suis revenue dans la salle à manger avec un dossier en cuir marron. Julien était toujours debout, avec ce sourire cruel de quelqu'un qui venait de porter le coup final. Isabelle était toujours assise, la tête baissée. Aucun des deux n'a fait attention quand j'ai posé le dossier sur la table. « Julien, ai-je dit, ma voix sonnant étrangement sereine, tu as raison, je ne sers vraiment pas à grand-chose. » Il a souri, pensant qu'il avait gagné. « Je ne sers pas à être humilié à ma propre table, par exemple. » ai-je continué en ouvrant le dossier. « Je ne sers pas à écouter des insultes de quelqu'un qui n'a pas d'éducation.
J'ai sorti un document du dossier et je l'ai étalé sur la table, juste devant lui. Et tu sais à quoi d'autre je ne sers pas? Je ne sers pas à entretenir quelqu'un qui ne me respecte pas. Julien a regardé le papier sans comprendre. Puis son expression a lentement changé, le sourire arrogant cédant la place à la confusion, puis à la panique. C'était l'acte de propriété de la maison où ils habitaient. « Ceci », ai-je dit en tapant du doigt sur le document, « c'est l'acte de propriété de ta maison, Julien. La maison où tu dors, où tu travailles, où tu fais l'amour avec ma fille. Tu vois ce nom ici, Marie Dubois, c'est moi. » Le silence qui s'est installé dans la pièce était assourdissant. Isabelle a finalement levé la tête, les yeux écarquillés de choc. « La maison que tu appelles tienne, que tu décores comme si elle était tienne, que tu utilises pour recevoir tes clients importants, est à mon nom. La petite vieille inutile que tu viens d'humilier est ta propriétaire. » Julien a essayé de parler mais n'arrivait pas à émettre un son. « Tu sais quelle est la différence entre toi et moi, mon garçon ?» ai-je continué, ma voix prenant de la force. « Moi, j'ai gagné mon patrimoine en travaillant honnêtement pendant 45 ans. Toi, tu as obtenu le tien en épousant ma fille et en me manquant de respect. » J'ai pris un autre document dans le dossier. « Ceci est le contrat de prêt à usage que mon avocat a préparé quand vous avez emménagé. Prêt à usage, Julien, tu sais ce que ça veut dire? C'est un prêt gratuit qui peut être retiré à tout moment selon la volonté du propriétaire. » Son visage était blanc comme un linge. « Alors, puisque je ne sers à rien, je vais faire quelque chose de très utile maintenant. Je vais appeler Maître Leroux, mon avocat, et l'informer que le prêt à usage est annulé. Vous avez 30 jours pour libérer ma propriété. »« Maman !» Isabelle a finalement trouvé sa voix. « Tu ne peux pas faire ça. » J'ai regardé ma fille avec une tristesse profonde. « Je peux et je vais le faire, ma chérie. Ton mari a été très clair sur le fait que je suis un fardeau dans vos vies. Eh bien, maintenant vous êtes libre de ce fardeau. » Julien a finalement réussi à parler. Sa voix tremblait. « Marie, je ne voulais pas dire, c'était un malentendu. » « Il n'y a eu aucun malentendu, l'ai-je coupé froidement. Tu as dit exactement ce que tu penses, que je ne sers à rien, que je suis une vieille inutile qui gêne vos vies. Parfait. Maintenant, vous pouvez avoir votre vie loin de ma présence gênante. » J'ai pris mon téléphone et j'ai composé devant eux. « Maître Leroux, c'est Marie. Pouvez-vous venir chez moi maintenant? Je dois annuler un prêt à usage. Oui, celui de la maison rue des Tilleuls. Aujourd'hui même. » J'ai raccroché et je les ai regardés tous les deux. Mon avocat sera là dans 1 heure pour formaliser l'annulation. Je vous suggère de commencer à chercher un nouveau logement. La transformation du comportement de Julien était pathétique. L'homme arrogant et cruel a cédé la place à un mendiant désespéré. « Marie, s'il vous plaît, parlons calmement. J'ai perdu mon sang-froid, j'ai dit des choses que je ne pense pas. Vous savez que je vous respecte. »« Tu me respectes ?» ai-je répété, presque en riant. « Tu viens de m'appeler petite vieille, inutile, poids mort. Tu as dit que tu viens ici par pitié. C'est ça le respect, Julien. » Isabelle s'est levée et a essayé de me prendre dans ses bras. « Maman, Julien était nerveux. Il ne pensait pas ces choses. S'il te plaît, ne nous fais pas ça. » Je me suis écartée doucement de son étreinte. « Ma chérie, pendant 3 ans, j'ai observé ton mari me manquer graduellement de respect. D'abord, c'était des critiques subtiles, puis des exigences. Aujourd'hui, c'était des insultes directes. Et toi, pas une seule fois, tu ne m'as défendu. Moi, tu es restée silencieuse pendant qu'il m'humiliait. Tu lui as permis de me traiter comme de la crasse dans ma propre maison. Ça fait mal aussi, Isabelle. Beaucoup. » Maître Leroux est arrivé ponctuellement. Un homme de 60 ans, avocat de la famille depuis des décennies, qui connaissait toute notre histoire. Quand je lui ai expliqué la situation, il a juste secoué la tête, déçu. « Madame Marie, vous avez tout à fait le droit légal d'annuler le prêt à usage. La propriété est à votre nom, il n'y a aucun doute là-dessus. » Julien a essayé d'argumenter, de parler d'amélioration, de droits acquis, mais Maître Leroux a été implacable. « Jeune homme, le prêt à usage est un prêt gratuit. Les améliorations dans un bien prêté ne donnent pas de droit à l'emprunteur, surtout quand le prêt est annulé pour juste motif. »« Juste motif ?» a demandé Julien. « Le manque de respect envers le propriétaire constitue un juste motif d'annulation immédiate du prêt à usage, » a expliqué l'avocat.
Madame Marie est généreuse en donnant un préavis de 30 jours. Les jours qui ont suivi se sont écoulés dans un silence lourd. Julien et Isabelle ont essayé de me rendre visite plusieurs fois, mais je ne les ai pas reçus. J'ai changé les serrures de ma maison et installé un interphone. Ma nouvelle politique était claire. La dignité ne se négocie pas. J'ai reçu plusieurs messages d'Isabelle, des tentatives désespérées d'inverser la situation. « Maman, s'il te plaît, parlons. Julien regrette. Il veut te présenter des excuses personnellement. Mais je connaissais cette dynamique, le manque de respect, les regrets de dernière minute, le pardon, et puis tout recommence. » Une semaine plus tard, Maître Leroux m'a appelé. « Madame Marie, ils veulent proposer un accord. Ils offrent de payer un loyer pour la maison. » « Combien ?» ai-je demandé. « 3 000 € par mois. » J'ai ri amèrement. La maison valait au moins 8 000 de loyer sur le marché. 3 000 pour une maison qui en vaut 8, refusez. Et informez-les qu'à partir de maintenant, s'ils veulent négocier quelque chose, ce sera au prix du marché. 2 semaines plus tard, nouvel appel. Maintenant, ils offrent 5 000, Madame Marie. Encore trop peu, maintenez le refus. La dimension réelle de leur désespoir est devenue claire quand Maître Leroux m'a rendu visite personnellement. « Marie, je dois vous parler de quelque chose de délicat. J'ai enquêté sur la situation financière du jeune couple. Il a ouvert un dossier avec des documents. Julien gagne 4 500 € par mois. Isabelle, comme institutrice municipale, gagne 3 200 €. Ensemble, ils ont un revenu de 7 700 €. J'ai fait le calcul rapidement. Pour payer 8 000 de loyer pour une maison équivalente, ils auraient besoin de pratiquement tous leurs revenus juste pour le logement. Exactement. Ils n'ont pas les moyens de maintenir leur niveau de vie actuel. Ils vont devoir déménager dans quelque chose de beaucoup plus modeste. L'ironie était parfaite. L'homme qui avait appelé ma maison « petite maison modeste » allait être obligé d'habiter dans une vraiment petite maison modeste. Le 20e jour du délai, Julien est apparu seul à ma porte. Il était visiblement abattu, avec de profonds cernes sous les yeux et pas rasé. « Marie, a-t-il dit par l'interphone, s'il vous plaît, donnez-moi 5 minutes. » Juste 5 minutes. Contre mon meilleur jugement, j'ai ouvert la porte. Il est entré et s'est agenouillé dans mon salon. Littéralement agenouillé. « J'ai été un idiot, » a-t-il commencé, les mots se bousculant désespérément. Un idiot complet. Vous m'avez accueilli comme un fils, vous m'avez donné une maison, vous m'avez soutenu, et j'ai répondu par le manque de respect et l'ingratitude. Je l'ai regardé froidement. « Lève-toi, Julien. Les hommes dignes ne s'agenouillent pas. » Il s'est levé, mais a gardé la tête basse. J'ai perdu le contact avec la réalité. Le nouveau travail, l'argent dans la poche, ça m'est monté à la tête. J'ai oublié qui j'étais, d'où je venais, qui m'avait aidé. « Tu as oublié de respecter celle qui t'avait donné un toit, » ai-je corrigé. « Oui, » a-t-il admis. « Je vous ai traité comme de la crasse et vous ne le méritez pas. Personne ne le mérite. » Il y a eu un long silence. « Isabelle est anéantie, » a-t-il continué. « Elle me rend responsable de tout. Elle dit que j'ai détruit sa famille, et elle a raison. Ma fille a eu plusieurs occasions de me défendre et a choisi de rester silencieuse, ai-je répondu. Elle est adulte, elle a fait ses choix. Elle avait peur de moi, a confessé Julien, me surprenant. J'étais devenu un homme contrôlant qui n'acceptait pas la contradiction. Quand elle essayait de me corriger en privé, j'explosais. Alors elle a arrêté d'essayer. Cette révélation m'a glacé le sang. Ma fille vivait avec un homme violent. « Tu la frappais ?» ?»« Je n'ai jamais levé la main sur Isabelle, » a-t-il dit rapidement. « Mais j'utilisais les cris, l'intimidation. J'étais devenu un tyran, Marie. Et vous avez été la première personne qui a eu le courage de me remettre à ma place. » Je me suis assise, digérant cette information. « Que veux-tu, Julien ? » ?»« Je veux payer pour mes erreurs, » a-t-il dit. « Nous avons trouvé un petit appartement au centre-ville. Nous déménageons demain. Je suis juste venu demander une chose. » « Quoi ? » ?»« Ne coupez pas les relations avec Isabelle à cause de moi. Elle a besoin de sa mère, et vous avez besoin de votre fille. » J'ai regardé cet homme qui m'avait humilié publiquement 3 semaines plus tôt. Il y avait quelque chose de différent en lui maintenant. L'arrogance avait cédé la place à une vraie humilité, pas feinte. «
Comment savoir que ce n'est pas encore une comédie? Il a sorti une enveloppe de sa poche. Parce que je fais quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. Il a ouvert l'enveloppe et m'a montré le contenu. J'ai démissionné de mon travail. Je vais ouvrir mon propre cabinet. Petit, modeste, mais honnête. Et la première chose que je vais faire avec l'argent que je gagnerai, c'est rembourser chaque euro que vous avez dépensé pour nous pendant ces 3 ans. Julien, laissez-moi finir, m'a-t-il interrompu. J'ai fait une liste de tout. Les rénovations dans la maison, les meubles que vous avez achetés, les factures que vous avez payées quand j'étais au chômage, ça fait 27 000 €. Ma mâchoire est tombée. Je vais tout rembourser, avec intérêt. Ça peut prendre 2-3 ans, mais je vais rembourser. C'est le seul moyen pour que je puisse me regarder dans la glace à nouveau. À ce moment-là, j'ai vu pour la première fois l'homme dont ma fille était tombée amoureuse. Pas l'arrogant des derniers mois, mais quelqu'un qui reconnaît ses erreurs et est prêt à les corriger. J'accepte tes excuses, ai-je dit finalement. Mais accepter des excuses ne signifie pas oublier ce qui s'est passé. Je comprends, et je n'attends pas le pardon. J'attends juste la chance de prouver que je peux être différent. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. « Marie, la maison est vraiment belle, vous avez très bon goût. Merci de nous avoir laissés y habiter, même si je ne le méritais pas. » Après son départ, je suis restée seule avec mes pensées. La colère était passée, mais la peine était toujours là. 3 ans de manque de respect ne s'effacent pas avec des excuses. Mais il y avait quelque chose dans l'attitude de Julien qui m'a fait croire que le changement était réel. Le lendemain, j'ai vu le camion de déménagement s'arrêter devant ma maison. J'ai observé par la fenêtre pendant qu'ils chargèrent les meubles. C'était la fin d'une ère, la fermeture d'un chapitre douloureux. Isabelle est venue dire au revoir. Elle a pleuré dans mes bras. « Maman, je suis tellement désolée. J'aurais dû te défendre. »« Tu aurais dû, ai-je acquiescé. Mais tu avais peur. Je le comprends maintenant. »« Tu me pardonnes. Je te pardonne, mais notre relation doit être reconstruite, sur la base de l'honnêteté, pas du silence commode. » 1 semaine plus tard, j'ai eu la première visite dans leur nouvel appartement. Il était vraiment petit, 2 pièces dans un quartier plus simple de la ville. Mais il était propre, organisé, et il y avait quelque chose de différent dans l'air, la paix. Julien était visiblement plus calme. Il parlait peu, mais quand il parlait, c'était avec respect. Isabelle semblait plus détendue, plus elle-même. « Comment va le travail ?» lui ai-je demandé. « J'ai eu mon premier client, » a-t-il dit avec un sourire timide. « Une petite rénovation, mais c'est un début. Et vous allez bien ? » « Nous apprenons à vraiment vivre, » a répondu Isabelle, sans dépendre de personne, avec notre propre argent. C'est effrayant, mais libérateur. 6 mois plus tard, Julien a fait le premier remboursement de la dette qu'il avait contractée envers moi. 500 €, une petite somme, mais qui représentait bien plus que de l'argent. Cela représentait la responsabilité, le respect, la dignité reconquise. « Marie, m'a-t-il dit en me donnant l'argent, merci de m'avoir enseigné la leçon la plus importante de ma vie. » Quelle leçon? Que le respect ne s'achète pas, ne s'hérite pas. Il se gagne chaque jour. Aujourd'hui, 2 ans après ce dimanche terrible, j'ai une relation complètement nouvelle avec ma fille et mon gendre. Julien ne m'a plus jamais élevé la voix, ne m'a plus jamais manqué de respect. Au contraire, il est devenu protecteur, attentionné, vraiment respectueux. Isabelle s'épanouit dans la nouvelle relation, sans la pression financière extérieure, sans la dynamique toxique de la dépendance. Ils ont construit un vrai partenariat. Et moi, j'ai redécouvert la valeur de ma propre dignité. La maison rue des Tilleuls a été vendue. J'ai décidé qu'il était temps de réduire mon patrimoine et d'augmenter ma liberté. Avec l'argent, j'ai acheté un appartement plus petit mais confortable et j'ai investi le reste dans un portefeuille d'actions qui me donne un revenu passif intéressant. Je voyage plus, j'ai de nouveaux loisirs, je me suis fait des amitiés qui ne savent rien de mon passé financier et m'apprécient pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. Parfois, quand je vois Julien jouer avec mon petit-fils,